Bienvenue dans Les Exilés, une histoire du refuge huguenot. Je suis Antoine Gouritin. Dans ce podcast du Musée protestant et Regard protestant, je vous propose de suivre avec moi les réfugiés huguenots qui choisissent l'exil hors du royaume de France, suite à l'édit de Fontainebleau qui révoque l'édit de Nantes en 1685. Dans l'épisode précédent, nous nous étions intéressés aux échanges théologiques et politiques entre les pays du refuge et surtout avec la France, cœur de la diaspora huguenote, en cours de formation. Nos invités nous ont expliqué à quel point les questions politiques et même géopolitiques étaient importantes pour comprendre les choix des uns et des autres. Pour la plupart d'entre eux, la question de l'installation et de la subsistance dans les pays d'accueil se pose alors. Épisode 4. S'installer ? Pour beaucoup, la première étape est la Suisse et notamment Genève, terre de refuge pour les protestants français depuis Calvin. La Suisse, à l'époque, n'est pas en mesure d'accueillir matériellement ce flux considérable. Naïma Germani, professeure d'histoire moderne à l'université Grenoble-Alpes. Certaines sources disent qu'en une nuit, il y a 1000 personnes qui arrivent d'un seul coup aux portes de Genève. Bon, c'est compliqué, Genève c'est 20 000 personnes, donc on imagine. Les capacités d'accueil ne sont pas considérables. Et donc la Confédération, avec toute une correspondance européenne, avec ces lieux de refuge, organise la redistribution, si je puis dire, des réfugiés qui, en Hollande, qui dans le Saint-Empire, en Angleterre, etc. La Confédération, finalement, retient les personnes les plus intéressantes d'un point de vue économique, comme toujours, les manufacturiers, les artisans qualifiés, ou les plus faibles. Vraiment les gens très pauvres ou très âgés, faibles à la fois physiquement et économiquement, qui ne peuvent pas se permettre de reprendre la route. Et très concrètement, la Suisse distribue, très exactement, c'est la bourse, ce qu'on appelle la bourse des réfugiés, qui sont des organismes charitables gérés par d'anciens réfugiés eux-mêmes, qui donnent ce qu'on appelle des passades, c'est-à-dire un viatique, un peu d'argent, un guide évidemment sur papier, qui indique où partir, quelles sont les possibilités. Et les principautés ou villes de refuge envoient aussi soit des émissaires, soit font des campagnes d'imprimés, font circuler des imprimés. Typiquement l'édit de Potsdam circule beaucoup en disant nous sommes prêts à vous accueillir, venez donc. Ils vont en Allemagne, passent par Francfort redistribue aussi parce que c'est aussi une plaque tournante. Une dizaine de jours seulement après l'édit de Fontainebleau qui révoque celui de Nantes, Frédéric Guillaume, électeur de Brandebourg et duc de Prusse, publie un édit depuis Potsdam qui fait donc partie des premiers textes qui circulent au refuge qu'évoquait Naïma Germani à l'instant. À partir d'octobre 1685, il y a des princes qui reprennent ces stratégies qui existent depuis longtemps et qui sont réactualisées ou reprises directement tout de suite après la révocation. Absolument. Bon, l'édit de Potsdam est très connu, mais en fait, il s'inscrit dans une longue tradition. La différence avec le Brandenbourg-Prusse, c'est que très souvent, ces édits d'accueil demandent des groupes professionnels spécifiques, des marchands, des manufacturiers, des artisans qualifiés, et laissent de côté les autres. Tandis qu'en 1685, l'édit de Potsdam a comme spécificité, mais il est par la suite imité par d'autres princes, de proposer un accueil inconditionnel. Afin que tous ceux qui prendront la résolution de venir s'habituer dans nos États puissent trouver d'autant plus de facilité pour s'y transporter, nous avons donné ordre à notre envoyé extraordinaire auprès de messieurs les États généraux des Provinces-Unies et à notre commissaire dans la ville d'Amsterdam de fournir à nos dépens, à tous ceux de la dite religion qui s'adresseront à eux, les bâtiments et vivres dont ils auront besoin pour faire le transport de leurs personnes, biens et familles. Depuis la Hollande jusque dans la ville de Hambourg, dans laquelle, ensuite, notre conseiller d'État et résident au cercle de la Basse-Saxe leur fera fournir toutes les commodités dont ils auront besoin pour se venir rendre dans telle ville et province, dans nos États, qu'ils trouveront bon de choisir pour le lieu de leur demeure. Bien sûr, il y a un paragraphe, un article sur les avantages qui seront offerts aux marchands, manufacturiers, etc., qui voudront s'installer. Aux paysans, on leur donne des terres à défricher. Mais il n'y a pas de périmètre social défini pour l'accueil. Et ce qui est frappant dans cet édit, c'est que le préambule annonce d'emblée que cet édit d'accueil, est motivé par des raisons confessionnelles et surtout par des sentiments moraux. Il utilise un vocabulaire de la charité pour justifier cet accueil. Nous avons bien voulu toucher de la juste compassion que nous devons avoir pour ceux qui souffrent malheureusement pour l'Évangile et pour la pureté de la foi que nous confessons avec eux, par le présent édit signé de notre main,
offrir aux dits Français une retraite sûre et libre dans toutes les terres et provinces de notre domination. Bien sûr, après viennent les articles concernant le développement économique, mais c'est d'emblée ces sentiments moraux qui sont mis en évidence, qui sont placés vraiment au seuil de ce texte fondamental et qui sont repris par la suite dans d'autres principautés. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça n'existait pas dans les autres édits d'accueil. C'était plutôt vraiment, on accueille des étrangers utiles, en fait, pour le développement de la ville ou du pays en question. Mais pourtant, c'est le cas. Il y a un besoin de main-d'œuvre aussi. Tout à fait. Est-ce que ce préambule, ce ne serait que un affichage en quelque sorte, d'un point de vue protestant, dans le monde protestant en tout cas, montrer qu'on accueille ces gens qui sont persécutés? Comment essayer de démêler tout ça? Effectivement, il y a un effet d'affichage au sens où c'est une réponse explicite, c'est un positionnement par rapport à la politique de Louis XIV qui est quand même unanimement condamnée dans le monde protestant, qui fait un peu scandale en quelque sorte. Donc il y a vraiment là un positionnement politique qui est fondamental, mais à mon sens qui n'est pas contradictoire avec les intérêts économiques. C'est-à-dire que dans la réflexion proposée par Brandebourg-Prusse, par le Frédéric Guillaume, les deux s'articulent sans se contredire. On peut aussi bien accueillir par pitié et avoir des intérêts bien compris en termes de développement économique de sa principauté. Et aussi, ça n'apparaît pas dans le texte, mais c'est le sous-texte, c'est que Frédéric Guillaume s'est converti au calvinisme, mais il est dans un territoire qui est majoritairement luthérien. Donc il a aussi tout intérêt à avoir de fidèles sujets de la même confession que lui, pour soutenir effectivement ses choix politiques, même si il n'y a pas de contestation, on peut pas dire qu'il y a des contestations majeures de sa souveraineté, mais c'est un soutien évident. Mais les deux ne rentrent pas à contradiction. Et je sais que c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre, parce que souvent les historiens ont dit ça c'est un habillage moral, mais il me semble qu'il y a, quand on regarde vraiment la réflexion sur l'exil, sur la question de la persécution, la question de la pitié et de la compassion font partie des arguments juridiques. C'est-à-dire qu'on leur donne des droits parce qu'ils soulèvent en nous de la pitié, parce qu'on les reconnaît comme victimes d'une injustice. Et ça, ce n'est pas un argument vain. C'est vraiment un argument qui est majeur. On le voit bien aujourd'hui, la question de la persécution, le fait d'être victime d'injustices diverses, en raison des opinions politiques, du genre ou des opinions de la religion, font partie des critères d'obtention de l'asile, par exemple, en Europe. Pourtant, autant en Suisse qu'en Brandebourg-Prusse, l'accueil est loin d'être facile et unanime. Oui, il y a des tensions qui apparaissent très vite, pour des raisons surtout effectivement matérielles et économiques. Il y a effectivement un sentiment quand même d'injustice qui est ressenti par une partie de la population qui voit arriver des gens qui sont parfois des paysans, des artisans pauvres et qui obtiennent quand même de très nombreux privilèges et des exemptions d'impôts, le droit de s'installer. Et il y a des protestations qui s'élèvent et qui sont envoyées au prince pour contester cette arrivée. Mais ça n'empêche que les protestants continuent d'affluer, ça n'empêche pas la politique d'accueil du prince électeur. Mais effectivement, il y a aussi des contestations localement contre l'arrivée de ces protestants. Retour dans les premières villes-étapes du refuge, je vous propose maintenant de prendre le bateau pour aller visiter les nombreux réfugiés huguenots qui s'installent en Angleterre. Certains continuent ensuite vers l'Irlande ou vers les colonies anglaises d'Amérique, principalement depuis Londres. Nous y arrivons avec un certain Durand, originaire du Dauphiné. Ne sachant pas la grandeur de la ville, je me mis en marche. Je demandais une chambre à louer, mais personne ne me comprenait. Je finis par me faire comprendre avec des signes auprès d'un homme qui me mena où il y avait des Français, moyennant bien de l'argent que je lui montrai. Il me mena finalement à la bourse, et m'ayant mis entre les mains d'un Français, il me laissa. Il y a 2 églises françaises, et une est dans la ville. La plus grande partie des Français logent là, et au faubourg de Spitalfields, qui est de l'autre côté, les louages y étant de meilleur marché que dans Londres. Durand s'embarque rapidement pour la Caroline. Les Huguenots qui s'installent en Amérique ne sont pas rejetés comme ils peuvent l'être parfois dans des villes anglaises, où il y a des manifestations parfois violentes contre les artisans huguenots principalement. Bertrand Van Ruymbeck, professeur de civilisation américaine à l'université Paris 8. Soit ils apportent une technique qui n'existe pas en Angleterre et donc ça menace les artisans sur place, soit parce qu'ils sont très nombreux
et il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Mais l'Amérique a le problème inverse. Elle a besoin de colons. Dans les publications qui paraissent pour faire venir des colons en Amérique, les imprimés de propagande, il y en a beaucoup pour la Caroline du Sud à l'époque, dans les années 580. Vous en avez aussi pour la Pennsylvanie, pour la Virginie. Bien sûr, on présente la vie facile. La vie facile dans les colonies. Dans la Virginie, on ne souffre que l'exercice de la religion réformée. Il peut bien y avoir quelques catholiques romains, mais ils vont aux prêches. L'air y est fort tempéré. Le brouillard n'y traîne jamais. Les pluies qu'il y fait, en quelle saison que nous soyons, sont toujours douces, comme celles au mois de mai en France. Un autre facteur, c'est sans doute la pauvreté. Ils sont très nombreux à Londres. Bien sûr, il y a la bonté royale, il y a les églises qui les aident, mais sans doute beaucoup s'ennuient en fait. Il n'y a pas d'emploi, ou si c'était des petits seigneurs dans des provinces françaises, eux, ils préfèrent partir en Amérique et acquérir des terres. La terre au XVIIe siècle, de toute façon, c'est pas que pour les Huguenots, c'est l'or de l'Amérique. On part en Amérique, dans les 13 colonies, parce qu'on sait qu'on obtiendra facilement et parfois gratuitement des terres. Tout le monde le sait, parce qu'il faut bien aussi comprendre que vous avez les imprimés de propagande, mais vous avez aussi des marchands qui reviennent d'Amérique. Si nos pauvres frères réfugiés qui s'entendent à travailler les terres venaient ici, ils ne pourraient que vivre fort commodément et gagner du bien, car les Anglais sont beaucoup fainéants. Vous avez des colons qui peuvent être de passage à Londres, et vous avez ce qu'on appelle les coffee houses. La Caroline en a une, la Pennsylvanie en a une. D'ailleurs, celle de Caroline est située pas loin du temple de Threadneedle Street Church, donc on peut y aller facilement à pied pour avoir des nouvelles. En fait, là, on lit la presse, vous avez des annonces de départ de bateaux, vous pouvez rencontrer les agents des propriétaires, parce que le recrutement de colons, c'est par l'écrit, mais vous avez aussi des agents, des seigneurs propriétaires de Caroline du Sud ou des agents de William Penn qui vont à Threadneedle Street Church, à l'église, et rencontrent des membres du consistoire et leur présentent la colonie et ce que les Huguenots pourraient obtenir. Donc il y a vraiment un effort de recrutement. À Londres, il est possible, assez facile, d'avoir des informations, vraies ou fausses, sur les colonies et pouvoir organiser son départ. L'idée en Caroline du Sud, c'est d'en faire presque un pays méditerranéen. Les propriétaires de Caroline du Sud pensent que la terre et le climat est un peu comme le Languedoc, comme on disait à l'époque, et donc on peut certainement produire de la soie, du vin, même de l'huile d'olive. D'où l'intérêt d'avoir des Huguenots. Exactement. On a l'impression qu'ils mènent tous ces activités, et certains vont essayer. Pour la soie, ils vont même produire un peu de soie. Au début du XVIIIe siècle, du vin également, mais dans les lettres des colons, on s'aperçoit que ça ne peut pas égaler ce qu'on produit en Europe, et même parfois on vous dit que le vin est imbuvable, donc ils vont vite abandonner. Aussi, il faut bien comprendre que les Huguenots, ils suivent le mouvement général. Si les Anglais se mettent à faire du riz, notamment avec l'aide des esclaves d'ailleurs, parce que les Anglais n'ont pas la technique de production de riz, et les Huguenots vont s'y mettre tout de suite. Et il y a autre chose que j'ai trouvé intéressant en vous lisant, puis en lisant Winston Wood aussi, c'est que les Huguenots rentrent dans ce jeu finalement, puisqu'ils se vendent aussi. C'est un jeu qui se joue des deux côtés. Certains Huguenots profitent, on dirait d'un jour, surfent un peu sur la réputation des Français du Sud. Ils font effectivement faire croire qu'ils connaissent la culture de la soie, qu'ils connaissent la culture du vin, et ils vont profiter parce qu'ils peuvent aussi essayer d'obtenir plus de terres. Donc, se faire passer ou dire qu'on est capable de faire ceci ou cela et de calquer ses compétences aux espoirs des administrateurs des colonies permet également d'espérer qu'on vous confie un bateau pour partir en Amérique. Qui a tendance peut-être plus à partir en Angleterre et qui poursuit le voyage ensuite ? Est-ce qu'on peut donner une idée un petit peu des différents profils ? Alors, le recrutement géographique et sociologique des réfugiés huguenots en Angleterre est assez vaste en fait. Pour l'Amérique, il se réduit. L'Amérique, vous avez beaucoup d'artisans, vous avez des hobereaux aussi, qui ont un peu de capital pour acheter des terres. Vous avez quelques pasteurs, mais beaucoup moins qu'aux Provinces-Unies et en Angleterre. Je dirais principalement des marchands et des artisans. Et ce qui crée une situation nouvelle dans les colonies, parce que dans les années 580, les colonies sont peu développées et il n'y a pas de ville véritablement. Et il y a beaucoup d'artisans, notamment des tisserands, qui doivent se réadapter. En Caroline du Sud, vous avez des tisserands qui arrivent comme tisserands dans la colonie et ensuite auront une ferme. Donc il y a un processus d'adaptation.
Les Pays-Bas font également leur promotion dès avant la révocation. Christelle Bernat nous l'a expliqué dans l'épisode précédent, au départ, les nombreux réfugiés aux Provinces-Unies croient à un retour rapide en France. Ce qui peut expliquer la façon dont ils s'installent dans des villes comme La Haye, Amsterdam, Rotterdam ou Leyde. Ça participe pleinement du fait qu'on se rapproche assez peu, ou du moins on vit de manière assez autarcique, au plus près de la communauté d'origine, parce qu'on pense que l'on ne va pas rester. Christelle Bernat, professeure d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier. Et donc les liens avec les sociétés autochtones sont existants, bien sûr, mais peut-être pas aussi nombreux qu'ils le sont par la suite. Évidemment, chaque année qui passe est une année qui renforce les liens avec la société d'accueil. Mais dans les premières années, l'idée étant de repartir, l'espoir étant de rentrer, ça conditionne pour beaucoup aussi la relation à la société d'accueil. L'Église devient donc le point central de la communauté huguenote en exil, car en réalité c'est bien plus qu'un simple lieu de culte. Oui, parce que c'est au fond, par le biais des ministres, des églises, que transitent les secours, les biens, les collectes, tout simplement parce que c'est une façon de s'assurer qu'elles arrivent au bon endroit et aux bonnes personnes. Avec l'idée que Naïma Germani évoquait pour Genève tout à l'heure, que certains pourraient profiter de la situation pour se faire passer pour des réfugiés huguenots dans le besoin. Et sur cette question de la figure du réfugié, les écrits des pasteurs en Angleterre ou aux Provinces-Unies permettent aussi de retourner la caméra. Et c'est assez intéressant, ça permet de voir comment ils veulent eux-mêmes que l'exilé huguenot agisse et soit perçu dans les sociétés d'accueil. Ce que l'on sait, c'est que les pasteurs, c'est-à-dire les porte-paroles en général des huguenots, c'est plutôt ce qui se figure que leurs coreligionnaires se doivent de faire, à quoi ils doivent répondre, c'est-à-dire répondre à un profil d'exilé exemplaire, c'est-à-dire d'exilé pour la foi, donc discret, assidu au culte, respectueux des autorités, intégrés à leur communauté d'origine, sans scandale en fait. Bref, qui n'exposent pas leurs coreligionnaires à des critiques. Et là, il y a tout un ensemble de textes de Benjamin Daillon ou de Jean Barbin, assez fascinants, qui décrivent concrètement, Barbin écrit les devoirs des fidèles réfugiés, et il décrit au fond le profil type du réfugié, ce à quoi doivent tendre les exilés, être un bon exemple, sans jamais donner le moindre scandale, s'efforcer de vivre sans ruiner l'édifice de la Réformation là où il est debout, en particulier aux Provinces-Unies, d'éviter le dérèglement devant ceux qui accueillent avec bonté, pour ne pas les dissuader de les recevoir et de les secourir, de répondre de leur vocation et pour cela de se mettre en peine de vivre saintement. Parce que le grand dilemme et le grand problème pour les ministres, c'est qu'au bout de quelques années, il y a une forme de relâchement spirituel du fait de la facilité à pouvoir ou non aller au culte, ne pas donner aux autres l'occasion, par un désordre de vie, de s'éloigner de la réforme, être irrépréhensible, avoir de la déférence pour les habitants des lieux où on est réfugié, faire preuve de civilité, et, dit-il, d'une patience qui marque que nous sentons effectivement que c'est le doigt de Dieu qui nous a abaissés en quelque manière au-dessous de ceux qui nous accueillent. Vous avez étudié toute cette littérature et les sermons qui sont publiés à l'époque, parce que la prédication protestante est toujours liée à ce que vivent les fidèles, et vous avez donc eu l'idée d'aller chercher dans ces sermons les traces de cette vie matérielle de l'exil. Vous avez tout à fait raison. Ces sermons, ils ne servent pas uniquement à l'histoire intellectuelle et savante. Ils informent des vicissitudes auxquelles les réfugiés huguenots se trouvent concrètement exposés. Pourquoi ? Parce que la prédication est difficile à manier, mais elle conserve un grand intérêt dans la mesure où ce discours homilétique, ce discours pastoral, il fonde son propos au contact des pratiques communautaires, des pratiques sociales, que ce discours entend justement encadrer et qu'il ambitionne au fond de réguler. Donc ces sermons ouvrent, comme je le disais, une fenêtre sur les sociétés exiliques, sur les tensions communautaires qui les traversent, mais aussi sur les relations que les réfugiés entretiennent avec l'extérieur. Et ils permettent d'explorer les relations transconfessionnelles des sociétés exiliques aussi, les liens des réfugiés français avec leur société d'accueil et surtout leur entourage multiconfessionnel aux Provinces-Unies. Si la vie de l'homme en général peut être regardée comme un combat continuel, c'est surtout l'idée qu'on doit se former de celle du fidèle, puisque non seulement il est environné comme les autres d'ennemis qui attaquent sa vie corporelle, mais encore d'ennemis qui en veulent à sa vie spirituelle et qui font de continuels efforts pour la détruire. On ne saurait donc trop exhorter les fidèles à prendre garde à eux-mêmes afin qu'ils ne soient pas surpris par les machinations de leurs adversaires. On apprend par ces sermons que ces relations transconfessionnelles
sont faites à la fois de connivence et de rivalité. Et elles montrent des sociétés exiliques qui se livrent à une guerre d'influence et font preuve d'une activité combative mésestimée dans les lieux d'asile. Jusqu'à présent, on en a assez peu parlé. Or, on voit bien à travers ces prédications qu'il y a des phénomènes d'imprégnation culturelle, religieuse, et en même temps, la multiconfessionnalité inclusive des Provinces-Unies s'avère aussi le creuset propice à des hostilités assez sourdes d'abord, mais aussi parfois des batailles interpolées, si j'ose dire, au sein du refuge, entre catholiques et protestants en particulier. En tout cas, cette enquête que j'ai pu mener, elle montre que le partage d'une même religion avec les autochtones ne promeut pas systématiquement une identité commune, prime plutôt durablement le sentiment d'extranéité des réformés, renforcé par la défense d'un profil de migrants très codifié par les ministres, justement, et qu'on a évoqué tout à l'heure. On l'a entendu dans la première moitié de cet épisode, un des aspects fondamentaux du choix des destinations est celui de l'opportunité économique, pour des gens souvent très pauvres. Pour beaucoup, la vie n'est pas plus rose aux Provinces-Unies que dans les pays allemands ou en Angleterre, malgré le bon accueil de ces coreligionnaires calvinistes. Même si les Provinces-Unies avaient accueilli sans compter les Huguenots, elles n'étaient pas en mesure de leur assurer, comme nous le dirions aujourd'hui, le plein emploi. Marilyn Garcia-Chapelot est docteure en monde anglophone. Elle a consacré sa thèse à ces exilés huguenots d'Afrique du Sud, soit 185 personnes dans les premières années qui suivent la révocation de l'édit de Nantes. D'où cette proposition de la VOC de les transporter tout au sud de l'Afrique pour qu'ils y contribuent au développement du poste de ravitaillement et surtout s'y bâtissent un avenir personnel. Les Huguenots arrivent pour un grand nombre en famille, ce qui les oblige à réussir leur implantation. La VOC, c'est la Compagnie des Indes orientales néerlandaise, une compagnie de commerce toute puissante qui dispose même de son armée privée et qui recrute donc des réfugiés en métropole pour mettre en valeur les terres autour de son poste de ravitaillement du Cap de Bonne-Espérance. Là aussi, il cherche des paysans aguerris. Comme l'exigeaient les directeurs de la VOC, la plupart des réfugiés français pratiquaient principalement l'agriculture, dont la viticulture et l'élevage, de façon évidemment toujours à contribuer au ravitaillement des vaisseaux en transit par le Cap de Bonne-Espérance. Et contrairement à certains réfugiés de Caroline du Sud, ceux d'Afrique du Sud étaient d'origine modeste, très modeste. Partir au Cap de Bonne-Espérance, c'est une question de survie. Le statut nobilaire qu'on leur prêtera au XIXe siècle relève d'un mythe. Et alors pourtant, un ministre sud-africain de la Défense et du temps de l'apartheid se présentait sous ce nom général, il était général, Magnus Malan de Mérindol, et revendiquait des origines nobles. Le recrutement et les conditions de départ des réfugiés huguenots permet déjà de comprendre un petit peu ce qui se passe ensuite à l'arrivée. Alors la première chose, c'est que les Huguenots de Provinces-Unies, avant de prendre la mer, doivent sans exception prêter serment d'allégeance aux États généraux, aux souverains des provinces, aux princes d'Orange et aux directeurs de la VOC. Et pareillement, ils sont de loyaux et obéissants sujets à tous les gouverneurs et les commandants auxquels ils seront soumis. Donc d'emblée, ils sont placés en bas de la hiérarchie sociale du Cap, juste sous des esclaves et des indigènes. Donc le mode de sélection est strict et contraignant. Il repose sur deux exigences, à la fois draconiennes et incitatives. En premier lieu, les candidats à l'installation du Cap de Bonne-Espérance doivent prouver leur appartenance à la religion refermée, et la communauté huguenote disposera d'un pasteur français. Le règlement du 20 octobre 1687, émis par la VOC, dessine déjà les contours du voyage et de l'installation. Celui qui voudra, seul ou avec sa famille, aller au Cap de Bonne-Espérance, y sera transporté sur un des vaisseaux de la compagnie, sans qu'il lui en coûte rien, et ne sera obligé pour cela qu'à prêter le serment de fidélité à la compagnie. Il ne sera permis à personne de porter avec soi que les hardes qui lui seront nécessaires pour le trajet, ce qui sera réglé par les directeurs de la chambre de l'embarquement, à la réserve de l'argent qu'on pourra emporter, en telle quantité que l'on trouvera bon. Chacun sera obligé de s'établir au Cap de Bonne-Espérance, et de s'y fixer pour y gagner sa vie, et s'y entretenir soit par le labourage, soit par quelque art ou métier que ce soit. On donnera à celui qui s'appliquera au labourage autant de terre qu'il en pourra faire cultiver, et en cas de besoin, on lui fournira tout l'attirail nécessaire pour cela,
à condition qu'il rembourse la compagnie des avances qui lui auront été faites en blé, vin ou autre chose. Et les choses se gâtent, si j'ai bien compris, avec la VOC très rapidement. À peine arrivés, les réfugiés français voient leur rapport avec les autorités du Cap commencer à se détériorer, tout de suite. Le pasteur Simon, à qui les réfugiés sont confiés, adresse lui-même un long rapport au directeur de la VOC des Provinces-Unies. Dès que je fus arrivé au Cap, je vins visiter ceux qui étaient déjà placés à la campagne. À la réserve de 2 qui sont Jacques Savoie et Charles Marais, je trouvais tous les autres fort tristes de la terre qu'on leur avait donnée. Ils me dirent qu'ils ne croyaient pas que monsieur le commandeur eût été bien informé de la qualité de cette terre et qu'elle ne leur donnerait jamais du pain, et moins encore de quoi rendre à la compagnie ce qu'elle avait la bonté de leur avancer. En réaction donc à ce que le gouverneur juge comme une impertinence de la part des Français, il les accuse de n'avoir fui la France que pour vivre dans la paresse et l'indolence. Et puis il les soupçonne d'emblée de vouloir aussi fomenter un complot pour le compte de la France. Donc les dirigeants de la VOC ne cachent pas non plus leur volonté d'assimiler, ce qui se confirme par la mise en place d'une stratégie ségrégative. Arrivé au bout de cette description de l'installation des exilés, je ne peux m'empêcher de penser à cette réflexion de l'historien du protestantisme français Patrick Cabanel. En recourant à un mot délicieusement ambivalent, j'aurais tendance à dire que la réalité de l'accueil des Huguenots a tenu en 2 formules. Des réfugiés intéressants, un accueil intéressé. Que deviennent-ils après l'installation et une fois les espoirs de retour rapide déçus? Et comment se traduit notamment cette stratégie ségrégative de la VOC au Cap? Vous le saurez dans le prochain épisode. Les Exilés, une histoire du refuge huguenot est une série du Musée protestant et Regard protestant réalisée par Antoine Gouritin, avec Naïma Germani, Bertrand Warmbeck, Christelle Bernat. Marilyn Garcia-Chapelot. et les voix de Meryl Roche, Emmanuel Roche-Lévy. musique du générique, Alexandre Lechaud. Visuel, Tom Bornarel. Retrouvez les épisodes précédents ainsi que nos autres enquêtes historiques sur muséprotestant.org, regardprotestant au pluriel.com et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Exilés, une histoire du refuge huguenot. Pourquoi ont-ils rejoint l'église anglicane, qui est donc effectivement l'église royale, parce qu'on ne les a pas forcés. Somme toute, l'intégration des Huguenots, bien que favorisée par la convergence religieuse, relève avant tout d'une assimilation forcée. L'idée selon laquelle, au bout du compte, Louis XIV aurait commis une faute en révoquant l'édit de Nantes, c'est quand même beaucoup à Voltaire qu'on la doit.